Mais ce qui est important à mes yeux, et ce qu'il faut essayer de changer, c'est le travail imposé, le travail qui a structuré la société dans laquelle on vit, le travail qui a fait qu'il y a l'exploitation de l'homme par l'homme, etc. C'est ce travail qui vraiment encombre nos vies et fait qu'on va dans le mur. Parce que le travail quotidien, entre amis, dans la famille, celui-ci n'est pas encombrant, il n'est pas dangereux, il n'est pas nocif. Celui, à mon avis, qui est nocif... Je suis pas d'accord. Non, mais celui, à mon avis... Non, mais il n'est pas nocif, c'est-à-dire c'est pas lui qui nous envoie dans le mur. Celui qui nous envoie dans le mur, c'est le travail contraint. Celui qu'on nous oblige à faire, on nous oblige à nous lever tous les matins, à sortir le soir de nos usines ou de nos boulots. C'est ce travail contraint qui nous envoie dans le mur pour produire tout un tas de fatras qui ne nous sert à rien, etc. Il faut travailler pour travailler. Et on nous paye pour ça, c'est quand même quelque chose. Donc à mon avis, c'est cette structure de travail qu'il faut qu'on essaie de définir, parce qu'entre nous, on s'entendra toujours. Même s'il y a des conflits, même s'il y a des machins, mais contre des chefs, contre une société qui nous impose, le plus grand nombre nous impose de travailler, si on ne travaille pas, on n'est rien, ça c'est dramatique. Et c'est, à mon avis, surtout ces formes de travail qu'il faut essayer de regarder et puis arrêter de considérer le travail comme au centre de tout. Le travail, ce fameux travail salarié, quoi. Hein. Excuse-moi, Aura. Non, c'est... Attends, c'était tout, parce que non, mais moi, là, je suis... ensuite Aura et Anne. Non, je crois qu'elle va... Non, mais en fait, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Hein. C'est simplement, je pense qu'il faut penser aussi à la dimension genrée. Oui, qui non, est mais complètement bien évacuée et qui, pour le coup, dans le domaine domestique, est un peu... Bien sûr, moi je suis retraité, donc je fais non, mais plus bien sûr, mais domestique c'est pour ça que aujourd'hui, j'ai rigolé, parce qu'en oui, fait, voilà... Non, mais c'est évident, c'est évident. Non, mais c'est évident. On se lève le matin aussi pour les hommes. Voilà, c'est pas forcément parce qu'on l'a choisi. C'est pas économique. Voilà. Bien sûr, oui. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit. Fort. Mais j'ai plus de voix alors. Mais c'est cette. Aujourd'hui, le travail, soit on travaille, on a un travail, on est dans la société, on est quelqu'un, soit on n'a pas de travail et on n'est rien. Donc c'est ça qu'il faut changer. Voilà, les gens qui n'ont pas de travail, on va les accompagner pour qu'ils aient un travail, pour qu'ils deviennent quelqu'un dans la société. Parce qu'en dehors de ça, on estime qu'ils sont rien. Alors ils peuvent faire du bénévolat à côté, etc. Mais ça ne vaut rien, ça n'a aucune valeur. Ce qui a une valeur, c'est le jour où ils vont avoir un travail qui va rapporter de l'argent. Et voilà. Et c'est ça qu'il faut changer. C'est là-dessus qu'il faut revenir. Et peut-être que le revenu universel, c'est peut-être la solution pour que... Est-ce que la valeur est attribuée au travail ou à la rémunération? Non, mais je voudrais qu'elle finisse, qu'elle creuse. Moi, je crois que la valeur, elle est attribuée à la rémunération. Parce que si je fais un travail bénévole, on estime qu'il n'y a pas de rémunération, et au final, je m'amuse, quoi. C'est du loisir. Et on le voit même juridiquement pendant longtemps, hein, quelqu'un qui était inscrit au Pôle emploi, s'il avait une activité bénévole... il perdait ses indemnités. Exactement, parce qu'on disait, bon, voilà... Donc, je pense pas que ce soit seulement la rémunération, c'est la rémunération comme appartenant. Salut. C'est Aura. Non, je disais, il me semble qu'il y a un terme qui est sous-jacent et qui pointe dans les 3 dernières interventions, c'est la question de l'aliénation peut-être. D'autant plus que, je me souviens plus de ton nom, Valérie, je suis partiellement d'accord avec toi, mais il y a même des travails rémunérés où la personne n'est pas valorisée. Donc en fait, le salaire n'est pas forcément force de reconnaissance. Et après, il y a aussi des gens qui font des jobs qui sont peu rémunérés, mais qui se sentent bien dans ce travail, cette activité. Mais ça, c'est des gens qui se sentent bien, mais est-ce qu'on les rémunère? C'est pour ça que la question de l'aliénation me semble un truc qui... Parce que, a priori, c'est pas forcément... Ouais, reconnaissance. Mais après, même par rapport à Jocelyn, je pensais à la notion de l'aliénation, parce que c'est vrai que des fois, on est complètement... Enfin, je dis la société, pas nous forcément ici, mais la société dans son ensemble, avec cette question de produire des choses, etc. Donc on se sait rien, mais que entre guillemets, un gros on, qui veut quand même l'acheter, alors que finalement, l'année d'après ou 2 mois après, on va le jeter.
Donc c'est pas que c'était pas quelque chose dont on avait ni besoin, ni envie, ni machin, mais c'est presque... Donc après la notion d'aliénation au travail, de vouloir sortir à tout prix de l'activité pour laquelle on est rémunéré, donc c'est presque un paradoxe. Et la question aussi du fait d'être, quand par contre on ne travaille pas, d'être aussi éloigné de la société. Du coup il y a aussi une forme presque d'aliénation à ce niveau-là, donc à différents niveaux. Et puis le travail, même dans sa forme, que ce soit des travaux, du travail, etc., c'est pas que négatif. Et donc, est-ce qu'on peut dire, dans ce cas, en fonction de ce que vous venez d'exprimer, qu'il y a une autre double tension entre aliénation et émancipation? Ouais. Le travail peut être aliénant ou émancipateur, et des formes de liberté peuvent elles aussi être aliénantes si on se réfère à ce que disait tout à l'heure Geneviève. Oui, je suis tout à fait d'accord. Des formes d'autonomie. Enfin, c'était par rapport aux espaces d'autonomie. C'est pas parce que... Même par rapport, si on prend l'exemple du travail d'enseignant-chercheur, qui est vraiment un travail où on a une grande liberté, où on fait ce qu'on veut, où on n'a pas de chef, où il n'y a pas de hiérarchie apparente, on va dire, où elle n'est pas hyper prégnante, en tout cas en apparence. Après, le fait d'avoir une extrême liberté dans ces mouvements, et ben en fait, on est toujours disponible dans la journée pour les temps sociaux. C'est aussi une forme, c'est hyper confortable, mais ça peut être aussi très inconfortable. Et pourtant, c'est un statut qui est valorisé socialement, on va dire. Donc les choses sont pas... on est toujours dans des choses, des tensions, des paradoxes, etc. Et je prends volontiers ce métier, parce que j'en ai fait d'autres avant, qui seraient en apparence plus aliénants, et qui finalement l'étaient peut-être moins. Plus simple, ou pas, là c'est pas aliénant, mais plus peut-être moins valorisé, moins valorisant, etc. Donc... Donc ça pose la question des aspirations et de ce que, indépendamment de prolongement de notion de travail, qu'est-ce qu'on considère qui fait une vie bonne, quoi. Si, c'est ça, le philosophe, là. Moi aussi, oui. Jette un œil sur... Et du coup aussi peut-être la question du choix derrière. Nécessairement, il y a plein de gens, et même quand on choisit, on peut avoir des moments qui ne sont pas forcément... Si je peux me permettre, ah oui, c'était à toi, Manuel, pardon. Oui, non, je voulais juste dire, c'est pas seulement le salaire, c'est le salariat, c'est-à-dire que c'est l'appartenance à une organisation qui a ce pouvoir économique-là de t'attribuer une fonction et un salaire. Ce qui fait que ça peut être des institutions privées comme publiques. C'est vraiment ce rapport-là particulier du salariat où tu signes un contrat de travail, qui est un contrat très spécial parce que tu acceptes d'être subordonné à ton employeur pour une durée de temps. Alors tous les autres contrats, à part le contrat de travail, c'est au moment du contrat tu signes et voilà le truc est fait. Là tout d'un coup tu as cette relation de subordination, tu consens librement à la subordination à ton employeur sur ton temps de travail. Pour compléter juste, et même peut-être que cette subordination elle arrive avant le contrat, parce qu'on contractualise parce qu'il y a déjà une subordination. C'est pas individu à individu, de toute façon. Ouais, exactement, il y a déjà un lien peut-être plus de domination que de subordination, qui implique derrière qu'on va... Même, tu vois, même si la situation était libre au moment de la signature du contrat, c'est quand même un contrat qui dit ensuite tu acceptes cette relation de subordination et on est dans une société effectivement où il faut accepter ça pour avoir une pleine existence sociale, ce qui est un peu particulier. Ça rend notre société un peu particulière pour ça. D'où l'émergence de l'éducation à l'environnement. Pardon. C'est juste par rapport à Aura, parce qu'après je vais louper le truc, c'est juste, on n'a pas parlé d'un aspect, c'est la dimension sale-boulot. Qui pourrait peut-être... Parce que là on parle beaucoup de travaux qualifiés. Si on parle de... Voilà. Si on parle d'émancipation... C'est pour ça que je donnais même l'exemple de travaux, de positions sociales qui a priori, et où c'est pas si simple que ça. C'est pour ça, et c'est encore pire, plus on est sur des trucs non qualifiés, etc. Et où là on rejoint, ça c'était dit, où effectivement... En plus, même certains travaux où il y a un salaire, le salaire fait quand même que les gens sont jugés
c'est vrai, Il y a ça une devient question de complètement revenu absurde aussi. avec le travail non qualifié. C'est le problème Et qu'on c'est avait encore, dans la voilà. CAE, c'est-à-dire que tu as des gens qui n'ont pas beaucoup de qualifications, que tu forces à faire toujours la même chose qui ne rapporte rien. Alors que par ailleurs, si tu les laissais faire, ils feraient plein de choses différentes qui ne seraient pas forcément extrêmement rémunérateurs, mais en tout cas leur vie serait évidemment beaucoup plus intéressante et riche. Mais attention, quand je parle de sale boulot aussi, je l'entends aussi au sens où... C'est-à-dire, c'est pas le risque, pardon, ouais, le risque en fait ce serait de dire voilà, sale boulot c'est bullshit job, mais c'est pas ça. Sale boulot c'est autre chose, c'est dans l'activité même, comment on va se répartir justement le travail au sein même d'une activité collective, articulation du travail à l'hôpital, bon bah qui est-ce qui va s'occuper de tel truc, et ça tombe toujours sur les mêmes, enfin c'est... Enfin, voilà, c'est par rapport à ça, c'est pas forcément par rapport à un type de métier qui serait forcément... Peut-être un partage de tâches. De tâches, voilà, oui, parce qu'en fait, c'est ça que je voulais dire, c'est justement effectivement cette notion de partage des tâches, en fait, aussi, de ce qu'il y a à faire. Et... De les hiérarchiser. Voilà, c'est ça. Oui, voilà, pardon. Non, au-delà de ça, on voit émerger donc une nouvelle éducation à l'environnement et au développement durable, qui est finalisée par les objectifs au développement durable de l'UNESCO, etc., qui nécessite, dans cette perspective, pour rejoindre ce que tu disais, non pas d'être dans la sinistrose, mais d'ouvrir les yeux, de prendre conscience et de positionner l'individu depuis son plus jeune âge dans cette nouvelle éducation ou éducation citoyenne ou éducation populaire à une réalité de la vie et de demain, du monde et de lui-même d'abord, devenir quel genre d'acteur, quel genre de salarié, quel genre de... Aujourd'hui, c'est les points d'ancrage de l'éducation. Au-delà des savoirs savants, on est dans des savoirs vivants. Donc on va les triturer, le pourquoi, du comment je veux m'investir dans cette économie et ce monde de demain. Donc on parle de métacompétences, etc. Donc ça demande un domaine de recherche, mais on y est. Pour justement, au-delà du travail tel que l'on connaît aujourd'hui dans l'entreprise dont on parle, voilà, on peut aussi faire un travail de citoyen, tous. Et c'est être partie prenante d'une société beaucoup plus globale et avec un enjeu et une finalité voilà, qu'on connaît ou de sinistrose ou de territoire, quel qu'il soit, à plusieurs géométries, que région, nationale, Europe, etc. Mais en tout cas de territoire qui permettent d'utiliser ses propres ressources à la fois végétales, naturelles, animales, mais c'est surtout de générer des collectifs actifs. Dans cette éducation, on y est. Voilà. Donc, toutes les idées sont bonnes, donc la coopération, voilà, la synergie, enfin, tout ça, c'est en train de... voilà, les chercheurs, voilà, mais moi, je dirais que c'est une question de bon sens, en fait. On parle de métacompétences, mais en fait, c'est utiliser simplement face à un changement. Allons chercher à l'intérieur de nous, parce qu'on l'a, on est tous nés complexes et on s'est tous mis dans un modèle, j'exagère toujours un peu, hein, mais un peu formaté, etc. Mais on sait qu'on peut travailler autrement, on peut travailler, même si c'est du vertical, même si, etc. On peut s'associer, voilà. Tout ça, c'est des nouveaux modes de possible travail qui existent, qui émergent et qui sont dans l'éducation de demain, dès la maternelle. Alexandre ? Oui, très rapidement, c'était juste sur, par rapport à Tetris, il y a aussi une dimension numérique. Je pense qu'on a les mêmes débats en fait sur le digital labor, où tout devient travail. Est-ce que c'est bien de qualifier tout de travail ou pas? Et ça engendre des frottements. Justement, est-ce que quand je clique, c'est un travail? Alors après, tout devient travail. Le débat change forcément, mais on perd aussi peut-être en grille d'analyse par ailleurs. Donc il y a des pour et des contre, et je pense que c'est intéressant de faire le parallèle entre les deux, justement pour vous en particulier. Et puis par rapport à la côté survivaliste, justement, puisque sur le collapse, etc., je ne sais pas si c'est si facile que ça de projeter il y a plein d'imaginaires qui sont disponibles pour imaginer ce que ça va être. Moi quand j'étais petit, des dessins animés qui passaient à la télévision, qui ne devaient pas passer pour les enfants parce que c'était trop violent, mais en France on montre aux enfants, c'était Ken le survivant. C'est à peu près ce que tu décris. Donc on était déjà en fait entraînés à ça dès notre plus jeune âge, donc finalement il y avait un côté presque prophétique là-dedans. Je sais, pour autant, est-ce que ça veut dire que ces imaginaires-là, très individualistes, tu disais il faut que je trouve la nourriture pour ma fille, que je me défende contre les gens, etc., vont vraiment être ceux dont quoi demain sera fait,
on n'en est pas du tout sûr non plus, hein, c'est-à-dire que demain, ça ne va pas être juste des bandes d'humains contre d'autres bandes d'humains, ça va être aussi, tiens, sur tel territoire, il y a une centrale nucléaire, personne ne s'en est occupé depuis 10 ans, bah, une centrale nucléaire dont personne ne s'est occupé depuis 10 ans, ça va être un peu un territoire qui va être transformé. Hein. Là, il y avait une ancienne centrale à charbon, pareil, on ne s'en est pas occupé depuis 10 ans, bah, ça va changer un petit peu. Là, il y a une rivière, elle est complètement polluée. Donc ça va être des devenirs en fait, qui vont, on va hériter aussi des infrastructures, on va hériter d'un environnement qui va changer, ça ne va pas être juste humain contre humain. C'est-à-dire que dans ces visions-là, on reste finalement dans des visions humain contre humain. L'exemple de ça, c'est La Route de Cormac McCarthy, hein, le grand roman. C'est facile, là, il n'y a plus de non-humains. Dans La Route, il n'y a plus de non-humains dès le départ du roman. Donc il n'y a plus que des humains, et forcément, il n'y a plus que des humains, donc ils se cannibalisent, ils s'affrontent, etc., etc. Mais c'est aussi le résultat d'une mise à distance, justement, de non-humains. Demain, il y a peut-être de non-humains qui vont muter, qui vont revenir, qui vont... On ne sait pas. Donc c'est pour ça aussi de faire attention à ces... Je ne dis pas qu'il faut forcément écarter, justement, ces perspectives, mais c'est de penser aussi à ce que, aux imaginaires qui circulent, et au fait que peut-être que demain, ça va ressembler à quelque chose de complètement différent encore par rapport à ça. Il me semble qu'il y a un autre conditionnement qui a été abordé mais qui n'a pas été creusé, qui a été exprimé de manière différente, notamment par toi Valérie. C'est le fait que, quand vous avez la relation au salariat, c'est comment on pense le travail détaché de l'argent. Et du pouvoir. Moi, je peux prendre la parole encore. Excuse. Non, c'est pour savoir. Moi, je me pose la question, là pour discuter, à mon avis, des différentes formes d'organisation du travail. Bon, déjà, savoir ce qu'est le travail, etc. Mais ça, on ne l'abordera pas ce soir parce qu'on ne voit pas la solution. Mais j'ai l'impression un petit peu qu'on essaie de jouer des rôles, mais dans une pièce qu'on ne connaît pas ou qu'on ne veut pas voir. Je m'explique par là. Est-ce qu'on est capable d'avoir l'imagination suffisante pour imaginer des formes de travail différentes au sein de la société actuelle? C'est à peu près ce dont nous débattons ce soir, avec sa verticalité, avec la hiérarchie, avec tout ça existant, et on essaie d'exploiter d'autres formes de travail au sein de cette société. Est-ce que c'est simplement possible, ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt qu'on y travaille d'arrache-pied tout de suite et maintenant, penser à d'autres formes de citoyenneté, de société, d'intersociété, de migration, etc., de parler humanité, et après, une fois que la pièce, on l'a, c'est pas figé, mais qu'on l'a dépeinte un petit peu dans ses grandes caractéristiques, et bien qu'on envisage à l'intérieur ce qu'on pourrait y faire. Quel jeu on pourrait jouer, quel travail, et qu'est-ce que c'est le travail, quel travail, comment le partager. Effectivement, il y a des travails obligatoires qu'il faut se partager. Là, on achoppe toujours sur la verticalité, sur la notion de métier. Nous avons tous des métiers, on n'en déroge pas, sauf quelques-uns. Donc c'est très compliqué, des métiers très hiérarchisés. Donc à mon avis, je reprends un petit peu ce que disait Philippe au début. Est-ce que ce n'est pas la vision d'un changement de société qui peut nous conduire à appréhender d'autres formes de vivre ensemble et de travail? Je ne sais pas si j'ai été clair, mais... Je voulais juste vraiment accentuer ce que tu as dit tout à l'heure, que j'ai trouvé très intéressant. C'est presque prétentieux de pouvoir imaginer qu'on est capable d'avoir l'imagination nécessaire pour visualiser ce que serait demain, puisque on n'en a aucune idée. Moi, malgré toutes les recherches que j'ai faites et les voyages où j'ai vu des tribus tribales qui vivaient avec presque rien, qui étaient les plus heureux du monde, etc. Enfin, j'ai jamais vraiment réussi à répondre à cette question de comment est-ce qu'on peut imaginer ça pour demain. Et juste, petite blague, pour un peu d'ironie, c'est quand même que c'est la société occidentale qui est en train de foutre en l'air la Terre, mais on sera les premiers à en chier, quoi. Parce que, non mais c'est vrai, quand on voit comment ça se passe en Afrique et en Asie, moi je rigole, ils vont nous regarder de loin en rigolant, quoi. Ils vont se dire, bah, les gars, nous on cultive nos terres, on a fait ça depuis longtemps et on n'a jamais arrêté. Une réaction de Alexandre, c'est... Ouais, c'est pas évident. On a vu ça, il y a eu un événement avec des designers sur le design d'effondrement, et quelqu'un qui revenait d'Afrique, qui nous montrait, il disait voilà, en Afrique ça vivre, etc.
ils savent réparer, ils savent faire ceci, cela, mais s'il fait 55 degrés chez eux, il fera 55 degrés chez eux. Et donc, même s'ils savent réparer, et dans d'autres endroits, en Asie, où moi je suis allé en Martinique il n'y a pas longtemps, eux ils disent déjà, ils sont un peu effondrés. Pour eux, les cataclysmes, c'est Trump qui se fait élire, c'est pas les cyclones, parce qu'ils savent vivre avec les cyclones. Donc eux, ils ont une vision complètement inversée en fait de la force naturelle. La force naturelle, c'est une institution, c'est l'État français, hein. Pour eux, c'est l'État français qui les emmerde. C'est ça la vraie force naturelle à laquelle ils ne peuvent pas traiter. Et quand on est dans des endroits comme ça, on est à 100% d'humidité, le maximum de température, c'est 36 degrés, supportable. Donc, parce qu'il n'y a plus de refroidissement avec la transpiration. Donc c'est compliqué. Là encore, on pourrait l'imaginer, mais en fait, c'est vraiment compliqué de ça. Geneviève ? Oui, moi c'est par rapport à... Enfin, je pense quand même que tous ceux qui sont dans ces formes, enfin, qui tentent d'expérimenter des choses. Parce qu'il y a aussi deux manières de réagir à ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Il y a le mode autruche. Je me mets la tête dans le sable, je veux rien voir et je continue comme avant parce que je veux surtout pas voir. Et puis il y a ce sentiment d'urgence etc. ou en tout cas et je tente des choses. Voilà, je tente des choses. Et quand même ce qu'on remarque quand même dans ceux qui essayent de tenter et qui essayent d'imaginer des choses qui parfois reproduisent systématiquement l'existant, hein, on est bien d'accord. Ils ne savent pas de quoi demain sera fait, mais ils ont quand même une vision de quoi demain ils aimeraient que ça soit fait. Ils ont quand même comme on disait tout à l'heure, qu'il y a encore des relations pacifiées, avec une base de relations démocratiques, qu'il y ait une base du respect des uns des autres. Enfin, on a quand même des choses qu'on est capable de dire, on aimerait que ça soit comme ça, ou même que ça soit plus qu'aujourd'hui. Et je pense que c'est la seule chose, c'est cette aspiration, même si on n'est pas capable de le décrire dans le détail de comment ça fonctionnerait, mais au moins c'est un sentiment en fait, c'est d'un futur, on ne sait pas s'il est possible, on ne sait plus s'il est possible, mais il reste souhaitable. Et c'est ça qui fait qu'on passe, et qu'on essaye et qu'on tente. Voilà, donc... peut-être qu'on n'est pas capable de savoir de quoi demain est fait, mais qu'on est capable de se définir et de discuter ensemble et donc d'imaginer d'autres formes ensemble par rapport à un futur souhaitable, par rapport à un imaginaire. Je pense qu'il y a un gros déficit d'imaginaire aussi dans tout ce que... voilà. Et que l'éducation, c'est pas l'éducation même à l'environnement et au développement durable qui travaille l'imaginaire. C'est d'autres choses, et ça fait partie des temps collectifs qui ne sont absolument pas reconnus comme étant valorisés aujourd'hui. Mais donc voilà, c'était juste cette idée que peut-être l'imaginaire, c'est peut-être un des seuls moteurs qui nous reste pour continuer de tester des choses. Ouais, moi j'imagine bien jouer en Ferrari, pourquoi? Il y a Annie. Ouais, moi je ne veux pas plomber l'ambiance, hein, mais je vois une troisième voie, et je pense notamment aux jeunes, hein, et aux élèves notamment du lycée. Enfin, eux, ils sont dans une vision mais tellement individualiste, c'est pas qu'ils se voilent la face, hein, ils voient très bien que ça ne va pas, mais la notion de collectif, elle a tellement plus aucun sens pour eux, qu'ils ont juste pour objectif de sauver leur peau, et le reste, ça n'existe pas. Attention, si on parle d'adolescents, on est quand même dans une période un peu... Oui, enfin ça fait 23 ans que j'enseigne et ça fait 23 ans que j'ai des adolescents en face de moi. Ils n'avaient pas forcément le même état d'esprit il y a quelques années. Et là... Mais ça va encore changer. Ça s'arrange pas dans le bon sens. C'est les premières victimes des marques et des lobbies. C'est pas nouveau, hein. Parce qu'il y a ce pouvoir du regard et du paraître. Ça a toujours été, hein. Oui. J'ai l'impression que ça, c'est sais, une entreprise. Ouais. Instagram, tous les réseaux sociaux, c'est quand même particulier. Hein. C'est vraiment la mise en... la représentation permanente, etc. Ça n'existait pas il y a rien que 5-6 ans. On était en représentation autrement. Ouais, mais non, mais c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose qui ne fait que... Nous, à l'époque, c'était la marque du cartable. Maintenant, c'est le nom. Non, mais c'est vrai. Ou les baskets Nike ou contre Reebok, quoi. C'est-à-dire, c'était des petites bastons comme ça. Non, mais c'est aussi ce dont on parle. C'est-à-dire que c'est un monde où ils se rendent bien compte, parce que ces discours, ils les connaissent, que le monde va dans le mur.
et que s'ils regardent les réactions publiques, quels sont les discours des politiques aujourd'hui, etc., ils sont dans un monde absurde. Donc ensuite on leur construit ces trucs-là, ils y sont d'autant plus susceptibles que la possibilité de projection future, à moins qu'ils aient la tête dans le sable, aujourd'hui un ado, il le sait, il connaît les discours sur la... Alors que d'autant plus qu'ils consomment YouTube à mort et qu'ils connaissent très bien aussi bien la théorie du complot que la cause de l'absologie, etc. Enfin, bien plus, en un sens, que nous, parce que c'est vraiment leur culture première. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. J'ai 2 enfants qui sont maintenant sortis de l'adolescence, heureusement. Mais donc, j'enseigne des jeunes adultes, donc ils sont un peu plus âgés, donc ils ne sont pas adolescents, quoique. Mais pour avoir été là pendant la période d'adolescence et la maison pleine de jeunes, etc., j'ai absolument pas cette vision-là catastrophique de jeunes personnes. Moi, je les trouve riches, je les trouve ceux que je connais quand même pas mal. Hein. Je les trouve intelligents, je les trouve intéressés par la science, je les trouve créatifs, je sais pas. Mais tu vois, il y a une semaine, une autre enseignante dans un autre coin de France, j'ai eu exactement le même discours que celui que tu viens de tenir là. C'est-à-dire, tu vois, moi j'aurais tendance à croire sur le fait qu'aujourd'hui, les collégiens et les lycéens, il y a eu des changements. Ils sont riches, ils sont intelligents, ils sont capables de faire plein de choses, mais ils ne vont pas le faire. C'est ça le problème. La grande partie d'entre eux, ils ne vont pas le faire. Il y a des gens qui ont la possibilité, on leur donne pas envie de le faire. Il y en a qui font une vague de lycéens, parce que moi je te rejoins complètement, où c'est des jeunes qui posent question en fait sur leur future forme de travail, vraiment. Sortis de l'adolescence, sortis du bac, et voilà, cette première étape d'études. Voilà, quelle forme de travail, quelle forme de vie, et ils associent, et quelle forme de citoyenneté, d'implication citoyenne je peux... Ils vivent l'ensemble de ça, les 3 ensemble. Ils se questionnent dans ce sens. Adultes de leur donner le sens à tout ça, le sens d'être ensemble. Oui, ils ne sont pas que dans une forme de travail, c'est... Attention, on va tourner, il y a des gens qui demandent la parole derrière. Il y a quelque chose peut-être que vous ne prenez pas en compte là, actuellement dans votre analyse, c'est que c'est des jeunes qui ont vécu dans un monde en crise et qui a toujours été en crise. Alors que vous avez peut-être grandi dans un monde où vous aviez quand même des perspectives plus positives peut-être. Moi, je suis né en Pologne communiste, on n'avait pas de perspectives. Je peux dire ça. La guerre mondiale 2, t'as eu la guerre froide, t'as eu la guerre mondiale. Il y a des sorties plus tard, moi j'ai l'impression, en tout cas, que ce truc de sauver ma peau, c'est que de toute façon, il n'y a jamais rien eu à sauver de toute manière à la base, vu que ça a toujours été la crise pour eux. Pourquoi ils chercheraient à sauver quoi que ce soit? C'est surtout qu'ils n'ont pas de visibilité et qu'ils vivent dans une société de l'immédiateté et de l'adaptabilité. Je pense qu'en fait, ils ont simplement confiance dans leur capacité à s'adapter, certains plus que d'autres, et à certaines choses plus qu'à d'autres, certains Instagram, d'autres à leur quotidien. Et que nous, on le voit peut-être, ça nous fait peur de les voir ne pas s'affoler et ne pas se responsabiliser, mais en fait, c'est peut-être aussi juste un excès de confiance de leur part, qui peut être bénéfique à long terme. Quand on crève de faim, quand on a les parents qui crèvent de faim, je vois comment on va, quoi. On te dit de faire des études, et puis tu vois où? Tu vois ton père et ta mère qui n'ont pas à bouffer, ils n'arrivent pas à payer le loyer, bon, on va. Quand on voit les bâtiments qui s'écroulent, quand on voit... il y a des quartiers où ça ne s'écroule pas, les bâtiments. Il n'y a que chez les pauvres que ça tombe. Marseille, machin...